Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode Le temps d'un café. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous présenter et de vous faire découvrir Sarah. Sarah, c'est la fondatrice de la boutique Napas. Et Napas, ce sont des tapis très colorés, faits main, en Espagne, entièrement faits à base de coton recyclé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner et à monter cet épisode et vous faire découvrir l'aventure Napas. Sarah est partie de zéro pour monter petit à petit, étape après étape, dépassant de multiples peurs pour créer son projet avec une très belle valeur éthique. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle s'assure à chaque étape de respecter Isabelle, la créatrice de ces jolies merveilles. Alors je vous invite à vous installer confortablement, car cet épisode est un peu plus long que le dernier, mais hyper riche. Alors je vous souhaite une très belle découverte. Bonjour Sarah, Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton showroom et dans l'univers de Napas. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions pour découvrir tout ce que tu as fait en peu de temps et qui tu es, qu'est-ce que Napas et voilà, on va commencer par des petites questions hyper rapides. T'es plutôt thé ou café? Thé. Plutôt spontané ou plutôt au plan étudié Plutôt spontané. À l'instinct ou à la planification? À l'instinct, mais j'essaie de planifier un minimum. Côté déco, t'es plutôt peinture ou papier peint? Je suis plus peinture. Objet seconde main ou objet neuf? Objet seconde main. Plutôt bâtiment neuf ou bâtiment ancien? Bâtiment ancien. Couleur vive ou couleur naturelle? Couleur naturelle. Et c'est un peu contradictoire parce qu'avec Napas, c'est des couleurs très vives. Mais de base, couleur naturelle, couleur terre. Top. Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es, te présenter et Avec plaisir. Du coup, je suis Sarah Grigny. Je suis la cofondatrice de Napas de Miral. Cofondatrice parce que ce projet est né avec mon compagnon, Thibaut. Et à la base, je suis pas du tout marchande de tapis. Je suis psychologue et bon, en parallèle de la formation que je faisais en Espagne, j'ai décidé de monter ce projet. J'ai 25 ans. Je suis une amoureuse de l'Espagne. C'est pour ça que je pense que j'en ai ramené un petit peu avec moi, un petit peu beaucoup. Super. Alors, que fais-tu? En ce moment, je ne travaille pas en tant que psychologue. J'attends d'avoir mon cabinet ou de trouver un travail. Et du coup, je suis essentiellement aujourd'hui occupée sur le projet du coup Napas de Miral, la boutique en ligne qu'on a. Super. Alors, justement, Napas, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de Napas? Comment ça a commencé? D'où ça vient? Pourquoi Napas? Pourquoi ces tapis? Alors, ça a commencé vraiment, ça peut paraître comme une anecdote, mais c'est vraiment comme ça. Ça a commencé parce qu'on était en vacances. Du coup, moi, j'étais en Espagne jusqu'en février de cette année. Et l'été passé, donc en août 2020, j'étais en vacances avec Thibaut, du coup, en Espagne. Et on se baladait, on était dans une réserve naturelle, on se baladait de village en village. Et on est tombé sur un petit local, un petit atelier avec plein de trucs colorés. On ne savait pas ce que c'était encore à ce moment-là. Et donc, on s'est approché de ce local et on a découvert du coup Isabelle et le travail artisanal d'Isabelle. Et donc, on a découvert ces tapis. Et en fait, moi, je cherchais juste un tapis pour mon appartement à Madrid. Et du coup, je les ai trouvés incroyables. Elle nous a expliqué le projet, que c'était la 3e génération. Elle faisait partie de la 3e génération de sa famille qui faisait ça. Et je tombe amoureuse et j'en prends un. Et puis, on va boire un petit café. Donc, j'en prends un juste pour moi. On va boire un petit café avec Thibaut. Et je lui dis, oh, je suis sûre que ça marcherait en Belgique. C'est vraiment, enfin, l'éthique qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière, c'est vraiment cool. Ils sont magnifiques. Enfin, j'avais jamais vu ça avant. Et Thibaut, qui est l'entrepreneur né, qui a toujours eu plein de projets, me dit, tu sais quoi, prends-en 5 et on verra, on essaye de les vendre. Et donc, moi, je suis un peu excitée, et puis je prends ça à la rigolade, et donc, effectivement, on va en chercher 5.
lui rentre à Bruxelles avec les tapis et moi je suis en Espagne. Il les montre ici aux Belges, à nos amis belges, notre famille, et les gens aiment. Et donc il me dit écoute, retourne sur place, va parler avec Isabelle. Et moi je dis bon ok, ça va, je me lance parce que bon au départ vraiment jamais j'aurais imaginé développer une autre activité qu'être psychologue. Mais bon, je me lance, je retourne sur place et là je programme une rencontre avec Isabelle. J'avais déjà fait un petit mood board pour lui montrer ce vers quoi on pourrait aller, mais c'était vraiment c'était vraiment pris à la rigolade. On s'était même dit ça payera nos derniers voyages de relations à distance et puis c'est tout. Et puis bon voilà, je rencontre Isabelle et le match se fait, la rencontre est vraiment très belle. Elle se rend compte aussi que avec le Covid et la réalité de 2021, que c'est une opportunité pour elle. Ouais. Parce qu'elle avait vraiment souffert de la crise du premier confinement. Et puis elle souffrait, là on n'était plus confinés, mais elle souffrait toujours parce que au final leur village il est assez reculé et à part un tourisme national, mais qu'il n'y avait même pas à ce moment-là, elle vend pas énormément ailleurs. Et donc elle s'est dit moi j'ai pas les capacités pour faire du en ligne, vous arrivez comme ça venu de nulle part dans ma vie, pourquoi pas. Et vraiment pour moi c'était important. Quand je lui parlais, je lui dis voilà, je n'ai pas envie de changer ta manière de travailler, je veux juste te faire connaître ailleurs et tenter le truc, mais je lui avais rien promis non plus parce que vraiment on savait pas où on allait. Ouais. Stop. Et alors, avant d'en savoir plus sur toute l'histoire de Napas, ça veut dire quoi en fait Napas? D'où vient ce nom et qu'est-ce que c'est Alors Napas, du coup comme tout jeune projet, il faut toujours trouver un nom. Donc on a un peu galéré et puis je me suis dit ok, je voulais pas inventer quelque chose et donc j'ai pris les mots qui étaient les mots du quotidien du projet, c'est-à-dire, je m'explique. Le village d'où vient Isabelle s'appelle Níjar. Okay, donc j'avais mis sur une petite feuille le mot Níjar. Et puis, il faut savoir que ce tapis, le nom traditionnel de ce tapis s'appelle Jarapas. Et donc j'avais ça, j'avais Isabelle, Níjar, Jarapas, tapis. Je savais pas si je voulais faire un nom en connotation espagnole, un nom en connotation francophone. Puis je me suis dit, ok, prenons des lettres. Et j'ai pris le N de Níjar et le Apas de Jarapas, qui est le nom traditionnel de cet tapis. Et ça a fait Napas. Et du coup, j'ai rajouté de Níjar pour bien montrer l'origine de tout ça. Et donc, voilà, c'est ça. C'est l'alliance de ces deux mots. C'est chouette. Alors, quelle est la spécificité de ces tapis, Comment ils sont faits, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ok, alors ces tapis sont faits actuellement à base de chutes de tissus recyclés. Donc quand on dit recyclés, ce sont des chutes de tissus, des restes de tissus que Isabelle récupère de la fabrique textile, enfin de différentes industries textiles, qu'elle coupe en fines bandes et puis à partir de ces fines bandes, hop, elle en fait ces tapis-là. Mais il faut savoir que traditionnellement, c'était pas comme ça que ça se passait. Donc, les ancêtres de Isabelle, dans les villages, étaient les tisserands. Et donc, c'était les villageois qui allaient avec leurs vieux vêtements, leurs vieilles nappes, leurs vieux tissus, chez les tisserands du village. Donc là, en l'occurrence, chez la famille d'Isabelle. Et à partir de ces vieux tissus qu'on appelle en espagnol harapos, les tisserands faisaient des nouveaux objets pour la maison qu'on appelle jarapas. Et donc voilà, Isabelle, elle a été baignée là-dedans. À un moment donné, il n'y a plus assez de monde dans les villages qui allait apporter leurs vieux vêtements. Et du coup, elle s'est dit, ok, mais moi j'ai envie de garder cette valeur, cette éthique derrière. Et donc, c'est comme ça que naturellement, elle s'est dit, bon, je vais aller récupérer ce qui est destiné à être jeté. Et donc, elle s'est dirigée vers l'industrie textile. Super. Et je crois que tu m'expliquais quand on s'est eu au téléphone que du coup les couleurs, ça dépendait un peu des tissus qu'elle avait et que ça avait un lien aussi avec la mode et les saisons. Exactement. C'est vrai que je me suis rendu compte petit à petit, donc c'est jamais elle qui me l'a dit, mais
Bon, maintenant, ça fait pas si longtemps, mais pour moi, ça fait déjà longtemps que je la côtoie, quelques mois. Et je me suis rendu compte au fil des saisons que les couleurs de tapis évoluaient en fonction de la mode. Par exemple, le mois d'avant, enfin bon, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait toute une commande avec Isabelle et elle me montrait ce qu'elle avait fait et les couleurs qu'elle avait, et on avait vraiment des tons pastels, du rose, du vert pastel, ou du mauve, tout ce qu'on voit en ce moment dans les vitrines des magasins. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et en hiver, on avait effectivement des tons plus kaki, bordeaux, et donc voilà, votre tapis au final il évolue au fil des saisons comme la mode pourrait évoluer au fil des saisons. C'est marrant ce lien entre les deux, c'est intéressant. Super, donc on va revenir sur comment tu as construit un peu Napas. Donc on en est là au moment où vous êtes revenu avec, où tu retournes voir Isabelle pour savoir comment faire. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que tu en es? Alors, Isabelle me donne donc le feu vert. Et là, je me dis, OK, on n'a pas vraiment d'argent à investir dans le projet maintenant. Du coup, il faut que je crée sur le moment. Donc, je me débrouille pour avoir un appareil photo, sachant que je suis vraiment pas photographe. Mais bon, quand on débute un projet, il faut savoir tout faire. Donc, je me débrouille pour avoir un appareil photo. J'avais un peu une idée je m'étais inspirée sur Pinterest, voilà, de quelques photos déco. Et je demande à Isabelle de me prêter, du coup, 10-15 tapis. Et je suis avec ma petite voiture de location rouge dans cette réserve naturelle, au milieu des montagnes. Et j'ai ma voiture pleine de tapis. Et je me dis, OK, maintenant tu dois aller les photographier. Et du coup, là, j'avais évidemment préparé ma petite liste de boutiques hôtels, de maisons d'hôtes un peu sympas, pleines de charme, de la région, où je me serais vue faire des photos. Je demande à Isabelle de me donner, en tout cas de me prêter 10-15 tapis. Et donc, me voilà avec ces 10-15 tapis dans ma voiture rouge, en train de faire réellement du porte-à-porte aux hôtels, aux boutiques hôtels de la région. Et les gens sont très, très, très accueillants, heureusement. Et donc, je suis là en train de vraiment faire croire que je vais faire des collaborations. Avec les hôtels. L'intention y était, mais je n'avais rien. Je n'avais pas de page Instagram. J'avais pas de site internet, il y avait rien. C'était vraiment de la promesse et du culot. Et donc voilà, ils acceptent. Et je me retrouve, moi, Sarah, qui déteste la photo. J'adore la photo, mais je ne sais pas photographier. Vraiment, même, j'ai ma meilleure amie photographe qui sait que quand je dois faire une photo d'elle, non, ça va toujours être très, très compliqué. Il vaut mieux demander à tout le monde, sauf à moi. Mais il n'y avait pas le choix. Et donc, je me retrouve avec ces 40 degrés, mes tapis, dans un magnifique lieu, heureusement. Et là, il faut créer, quoi. Il faut créer, il faut imaginer quelque chose. J'avais sous-estimé la charge de travail, clairement. Parce qu'au final, tu t'es donné un timing ou pour moi, je restais sur place 2 jours. Au final, j'ai fait le travail en 2 jours, mais j'avais sous-estimé ce que c'était de faire des photos toute seule. Peut-être que j'aurais dû dire à quelqu'un de me rejoindre ou je sais pas, mais j'avais vraiment sous-estimé ça. Donc, en transe, mais je suis contente. Ah oui, et en même temps, j'appelle une amie qui me donne des petits conseils à distance, qui me fait des tutos. Oui, voilà, donc pour la mise au point, Mais bref, on y arrive. Après 2 jours là-bas, je reviens avec plein de photos. Et donc, de là commence la création du site, qui a aussi été tout un challenge pour moi, parce que je suis jeune, mais pourtant vraiment pas très technologie. Et donc, tout ce qui est écriture, je préfère sur papier, je préfère en présentiel, voilà. Mais il fallait le faire. Et j'avais une amie à moi qui venait de faire son site internet, et je me dis, bon, OK, si elle l'a fait, je peux aussi le faire. Et donc, me voici partie dans mon aventure du site internet. Ça a été beaucoup de nuits blanches. Une nouvelle étape. Mais j'avais envie, quoi. Et puis ça se concrétisait, du coup, tout ça. Parce que de l'autre côté, en Belgique, vous aviez de la demande, quoi. En Belgique, en tout cas, ça plaisait. Et puis, je montrais les photos autour de moi, que ce soit en Espagne. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je montrais les photos autour de moi en Espagne. Plein de gens, finalement, ne connaissaient pas ces tapis. Ne connaissaient pas cette tradition. Et c'est pour ça qu'au tout début du projet, je
tenais vraiment à tout traduire, à tout... parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi très bien marcher en Espagne, puisque tout le monde n'était pas au courant de l'existence de ces merveilles. Et donc voilà, je fais mon site internet, je fais la page Instagram, et c'est parti. Comment tu construis la marque au fil des mois et quelles sont les différentes étapes donc maintenant que tu as créé ton site, l'évolution du coup de la marque. Ouais. Alors, au tout début, j'avais sélectionné, on va dire par exemple les 6 modèles que Isabelle avait très souvent. Et donc c'est ça qu'on avait mis en ligne. Et comme on voulait pas avoir de stock parce qu'on voulait pas investir beaucoup d'argent au début, on travaillait que sur précommande. Et puis très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Pourquoi? Parce que finalement tous les modèles sont uniques. À part le blanc, qui est tout blanc, mais même les autres qui sont beige et blanc ou rouge, ils ont toujours quelque chose d'unique puisque ce sont des chutes de tissu qu'on ne teint pas. Donc il y a toujours quelque chose de différent. Et donc moi j'envoyais par exemple, j'avais une commande pour un blanc et beige, j'envoyais ça à Isabelle, elle me disait écoute en ce moment, en fait j'ai pas celui-là, mais j'ai un super beau, tu peux montrer au client, mais il y avait un peu de marron dedans et donc voilà, moi, je montrais au client, mais je me suis vite rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça parce que d'un côté, il y avait la demande du client et là, pour l'instant, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était encore possible de faire des allers-retours entre Isabelle et le client, mais ça n'allait pas pouvoir durer comme ça à l'infini. Et surtout, encore une fois, je me rendais compte que je mettais une pression à Isabelle en lui demandant de toujours me fournir un jaune, de toujours me fournir, enfin, qu'il y ait toujours en stock cela. Parce qu'elle n'a jamais fonctionné comme ça. Et voilà, je répète, je ne suis pas dans la vente au départ. Et donc, le but, c'était vraiment de la mettre, elle, et son savoir-faire en valeur. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant, il faut absolument que Napas s'adapte à elle. Parce qu'en exigeant les modèles, ça ne va pas. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a trouvé l'idée de faire une sélection par mois. Et comme on avait aussi un petit peu plus d'argent puisque le projet évoluait, on s'est dit, OK, allons-y, on prend le risque, on fait un gros stock. Pour nous, un gros stock, c'était d'avoir 20 tapis ici. Et donc, c'est comme ça que ça commence. En février, on fait une grosse commande de 20 tapis. Là aussi, ça prend une autre tournure parce que je ne fais plus les photos. Je demande du coup à ma meilleure amie et photographe Estelle Parweg de s'occuper de l'image de notre marque, en tout cas de l'identité visuelle. Et elle m'aide là-dedans. Et on fait un shooting du coup sur les 15-20 tapis qu'on avait commandés. Et c'est comme ça que la sélection de mars sort, c'est-à-dire il y a 2 mois. Le mois passé. La sélection de mars sort et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus respectueux pour Isabelle de travailler de cette manière-là. Pour les clients, c'était aussi très excitant c'est toujours excitant puisqu'ils se rendent compte que il y a autant de tapis qui sortent par mois. Est-ce que j'achète ce mois-ci? Est-ce que j'attends le mois prochain? C'est une exclusivité et vraiment on joue pas de manière perverse sur cette exclusivité. C'est réellement exclusif, c'est-à-dire que chaque tapis qu'on a, il est là, en cette taille-là, et on ne peut pas offrir le même en une taille plus grande. Même si de temps en temps, il y a des modèles similaires qui reviennent, et voilà. Mais c'est chouette, c'est ce qui fait le côté complètement unique de votre produit, quoi. Du produit, c'est top. Et alors comment s'organisent tes ventes? Comment t'as commencé? Au début tu me parlais vous avez créé un pop-up store. Comment tu fonctionnes déjà pour te faire connaître, pour vendre au début et maintenant? Au tout début, on avait décidé du coup de vendre uniquement en ligne, surtout que moi j'étais encore en Espagne. Du coup, je gérais les clients belges à distance. C'était un peu Bagdad, mais bon, voilà. Ça arrive, on apprend sur le terrain du coup. Et donc, au début, c'était essentiellement en ligne. Et puis, je me suis vite rendu compte que quand je rentrais ici pour visiter ma famille, Thibaut, en fait, les gens, quand ils les voyaient en vrai, c'était vraiment une toute autre relation à tapis. Ils étaient vraiment séduits.
J'avais même plus besoin de les séduire. Et ce que je comprends moi-même, honnêtement, acheter un tapis en ligne, il faut oser, quoi. Ouais. Moi-même, je sais pas si je le ferais. Et donc, quand je suis rentrée en début février, il y a eu ce lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui a été une opportunité qui a été mise à disposition du coup par Thibaut. Et là, on s'est dit, OK, on va créer un endroit de stockage, déjà. Et puis, on va faire une sorte de showroom et les gens pourront venir les voir. Et puis, bon, là, la caméra ne peut pas tout montrer, mais c'est 2 belles pièces. Et c'était vraiment prétentieux de notre part de se dire qu'on allait juste stocker des tapis ici. Et donc, j'ai eu envie de le réaménager et de là a découlé l'idée de mettre en valeur d'autres ou mettre en lumière d'autres projets. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait une collaboration avec 3 autres nanas en mars et qu'on a créé un pop-up store. Et donc, du coup, je vais citer les autres filles qui étaient avec moi. Donc, on a eu Made by Kani, qui est une aquarelliste aussi, qui a un parcours, elle a fait Solvay, puis maintenant elle vit de sa passion, elle est aquarelliste et c'est génial. Il y a la Casanomé, qui est une autre nana qui s'appelle Salomé, qui a aussi un travail à temps plein et qui a développé une autre activité. Elle s'amuse à chiner toute la petite vaisselle et à vraiment recréer des univers et à vendre ça en sorte de box. Et puis on a Fleur B Vintage, qui est aussi une amie à moi, psychologue, et qui à côté de ça a créé son projet et elle s'amuse à chiner des vêtements et à les customiser. Et donc voilà, on était toutes présentes ici. Pendant combien de temps Alors on a fait un week-end. Et puis l'idée c'était que moi je gardais les pièces qui restaient, donc la vaisselle, les vêtements, dans l'espoir de faire que chaque fois que quelqu'un venait chercher un tapis ou que quelqu'un était de passage au showroom, je pouvais aussi présenter d'autres projets. Et puis, en toute sincérité, je me rends compte qu'au final, ça marche pas trop, que le pop-up store avait vraiment bien marché, l'événement en soi avait bien marché, mais qu'au quotidien, quand les gens viennent ici, ils viennent en général vraiment avec l'idée du tapis en tête. Et donc, je pense qu'on va plus fonctionner comme ça, mais plus se concentrer sur faire des collaborations, événements, peut-être un week-end, une semaine. Et voilà. Du coup, comment tu choisis les tapis chaque mois? Comment tu arrives à t'inspirer et à te dire est-ce que tu fais plein de... Est-ce qu'il y a des thèmes un peu par mois ou est-ce que... comment ça se passe? Tu es en lien direct avec Isabelle qui te montre les tapis, qui te dit il y a celui-là. Ouais, donc les premiers mois, tant que j'étais en Espagne, je me rendais sur place parce que c'était plus facile et que c'est magnifique là-bas. Du coup, voilà, je prenais mon petit bain de soleil en même temps. T'avais besoin d'y retourner. Exactement. Et je pense pour créer du lien avec elle, c'est important. Et donc, je les choisissais directement sur place, à l'atelier, ou alors quand je voyais quelque chose que j'aimais bien, je lui disais, écoute, pour le mois prochain, ça vraiment, si tu as d'autres chutes de cette couleur-là, ce serait pas mal de faire un peu plus de cette gamme-là. Et puis, quand je suis rentrée, ils ont confiné la région d'Israël. Et donc, j'ai pas pu y retourner, alors que j'aurais voulu y retourner. Et donc, on travaille en ligne. Et là, en ce moment, vu qu'on travaille en ligne, elle a compris les choses qui fonctionnaient, les choses qui me plaisaient. Donc, elle produit en fonction pour moi. Mais encore une fois, j'ai pas envie de la contraindre. Et je sens bien que c'est assez fluide. C'est-à-dire qu'elle a compris ce que j'aimais, donc elle produit plus ça. Et donc, j'ai presque plus tellement besoin de lui dire écoute, il faut plus aller vers ça, il faut plus aller vers ça. Et donc, par mois, c'est elle qui fait les choix ou tu lui dis un peu quand même sans lui dire je veux un vert jaune bleu, est-ce que tu parles de teinte ou est-ce que ou même pas? Si, mais en fait on se parle un peu tout le temps. Et donc par exemple quand je me rends compte que j'ai vendu 3 modèles de cette teinte là, je lui envoie une photo de ces modèles là et je lui dis écoute, ça a super bien fonctionné. Donc, si tu as des choses dans cette teinte-là pour le mois prochain ou les 2 mois à venir, parce que
il faut savoir qu'elle va pas tous les mois chercher elle a son stock chez elle et elle produit petit à petit. Elle a une toute petite équipe qui travaille avec elle, mais parce qu'il faut s'imaginer que pour un grand, donc plus grand que celui-ci, une personne met 5-6 jours pour le faire. Ah oui. Donc je peux pas lui dire fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça. Donc je la laisse faire sa petite production et vraiment je fais ce mouvement-là parce que j'ai envie d'accueillir ce qu'elle me propose et en plus ça marche. Alors pourquoi exiger? Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis du coup t'es vraiment dans le respect de son travail, de ce qu'elle fait et la communication se passe vachement bien, quoi. C'est chouette. Super. Est-ce que tu pourrais me dire comment, parce que en tant qu'entrepreneur, parce que clairement maintenant t'es une entrepreneuse, je dis entrepreneuse, comment tu pourrais définir l'entrepreneuriat? Est-ce que tu arriverais à le définir, enfin, pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est une aventure. C'est clair. C'est une aventure. C'est quoi? J'avais toujours entendu autour de moi des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, qui entreprenaient les choses. Et tant que tu le vis pas, je pense que ça peut faire peur. Tu peux t'imaginer ça comme qu'il faut énormément de courage, il faut tout planifier, il faut tout ça. Et puis maintenant que je suis dedans et que ça m'est arrivé un peu comme ça, sans y penser, je pense que l'entrepreneuriat, c'est suivre la vague, suivre un flow. Évidemment, il faut un peu de courage ou de, je sais pas de courage, mais un peu de. Si, carrément. Je pense qu'il faut du courage et de la volonté parce que. Oui. Enfin, quand je vois le parcours et ce que t'as fait, il t'a fallu du courage. Enfin, t'as dépassé des peurs, des trucs que tu savais pas faire. Il faut quand même y aller, quoi. Mais entrepreneuriat, ce serait pour moi ouverture. Du coup, ouverture à ce qui nous arrive. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut suivre la vague, suivre le flow. Et puis, à ça, on rajoute évidemment un peu de courage, de la créativité. Et ça donne une nouvelle aventure, une nouvelle expérience qui peut fonctionner, qui peut ne pas fonctionner. Mais je pense que quoi qu'il arrive, on en apprend. Comme toujours, on apprend. Même si le projet n'aboutit pas ou si le projet s'arrête dans 6 mois, j'aurais énormément appris. C'est clair. Enfin, j'imagine. De toute façon, dans tout projet, je pense, dans tout échec, on apprend pour rebondir après, quoi. Et tu me disais quand on discutait avant que tu travaillais beaucoup avec les collaborations, enfin avec d'autres personnes et que t'étais jamais seule et que c'était aussi ça l'entrepreneuriat pour toi, t'étais jamais seule en fait. Ouais, ça je me suis rendu compte du coup en arrivant dans ce monde d'entrepreneuriat, de cette vie active où on vend des choses sur les réseaux aussi. Voilà, tout était vraiment nouveau pour moi et très rapidement, je me suis rendu compte que si on restait seul, on n'allait pas y arriver. Enfin, j'allais pas y arriver, que ce soit en termes de visibilité. Enfin, j'avais beau avoir des super idées, à un moment donné, on est une parmi je ne sais pas combien d'autres qui ont plein d'idées. Et donc, j'ai eu cette impression qu'on revenait vraiment, qu'on revient très fort au troc. Et c'est pour ça quand on parle de collaboration, pour moi c'est vraiment un troc, c'est-à-dire mon ami est photographe, c'était je te donne un tapis, tu me fais la première séance photo. Ici nous on avait un lieu à offrir à d'autres projets et en fait si on se met pas tous ensemble, enfin ça vraiment je me suis rendu compte très rapidement, si je trouvais pas des collaborations, mais pas collaborations comme on entend sur Instagram, si je m'ouvrais pas à d'autres personnes et si je n'échangeais pas avec d'autres personnes, j'allais rester dans mon petit coin. Et ça c'est assez cool parce que en tant que psy, au final, même quand on travaille en équipe, c'est un travail assez individuel, on reste avec nous-mêmes et donc ce projet Napas m'apporte tout ce que je n'ai pas d'un côté et ça m'apporte vraiment cet échange, cette collaboration. Mettons-nous en avant, mettons-nous en valeur tous ensemble. Et ça c'est assez beau et j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, jeunes jusqu'à 30, 35, mais mettre ça comment on dit, un point d'honneur, voilà, exactement, mettre un point d'honneur sur cet esprit de partage et de solidarité. Ouais. Je pense que c'est hyper
important. Et puis, c'est hyper riche aussi du coup, moi qui suis entrepreneur aussi, de rencontrer des nouvelles personnes et de voir comment on peut travailler ensemble ou comment les métiers des uns peuvent aider les métiers des autres. Et, je suis tout à fait d'accord, je trouve ça hyper intéressant. Un autre point aussi qui je trouve important quand on est entrepreneur, c'est la pression sociale que le monde autour de nous met. Et toi, tu m'en as parlé et tu m'as dit que tu avais ressenti ça assez fortement et que... Du coup, comme je disais au début de l'interview, donc au départ, je suis psychologue. J'ai fait mes études à Bruxelles, ok. Puis je pars à Madrid, je fais encore une formation en plus d'1 an. Donc au final, je fais 6 ans d'études. Et puis à la fin de ma 6e année, ou quand je reviens, qu'est-ce que je fais? Je commence à vendre des tapis. Donc là, les gens, mon entourage, même s'ils m'ont toujours suivi dans plein de choses, ils se demandent quand même, qu'est-ce que tu fous? C'est-à-dire que t'as pas étudié 6 ans pour venir vendre des tapis. Et alors c'était dur parce que moi, au moment où on n'a pas se créé, en même temps, je postulais dans plein d'endroits, mais la réalité du terrain, c'est que t'as beau avoir fait des études aujourd'hui, t'es pas sûr d'avoir un boulot directement sortant. Oui, 1 an après peut-être, 6 mois après, mais on n'a aucune certitude réelle. Et donc, moi, je le voyais comme une chance d'avoir NAPAS d'un côté et ça me mettait économiquement, ça me permettait de relâcher la pression. Et en fait, tout le monde venait me dire mais non, mais tu vas quoi? Donc maintenant que tu as commencé les tapis, t'es plus psy. Enfin, tout ça, c'est pour rien, quoi. Et donc, j'arrivais pas à me positionner là-dedans parce que, effectivement, c'était une crainte que moi aussi j'avais. Je me disais, mais si tu consacres trop d'énergie à ça, est-ce que tu en consacres encore assez à chercher un boulot ou alors à créer ton cabinet, à créer ta patientèle? Donc là, c'est vrai que j'ai eu une réelle pression sociale. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait peut-être un petit choc générationnel où mes grands-parents ou la génération de mes grands-parents, les personnes me disaient si tu fais l'un, tu ne peux pas faire l'autre. Parce que je pense qu'effectivement, à l'époque, tu pouvais même rentrer dans une boîte et rester 50 ans dans cette boîte, tu vois, et faire toujours la même chose et tu étais épanoui peut-être comme ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, on a besoin de se réinventer. L'actualité nous dit aussi qu'on doit pouvoir rebondir tout le temps. C'est pas de quoi demain est fait. Donc ouais, ça aussi, j'ai senti un choc générationnel où je devais montrer que c'est pas parce que j'avais une activité que l'autre s'effaçait et qu'au contraire, les deux pouvaient être complémentaires. Ouais, ça, c'est une petite pression sociale assez sympa. Mais bon, on apprend toujours de ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour conclure un peu avec NAPAS, avant de juste... il y a 2-3 questions plutôt déco. Mais pour conclure, est-ce que vous avez fixé des objectifs? Est-ce que vous voyez un peu dans l'avenir? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que... pour les mois ou les années à venir, ou est-ce que vous laissez le flow vous amener là où vous amènera? Clairement, toujours le flow. on surfe sur la vague. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie d'abandonner ça. Donc, même si je trouve un travail en tant que psychologue et je vais le trouver et je vais le créer, j'ai envie vraiment de continuer à faire les deux. Donc, ça, c'est déjà une chose pour l'avenir. Ensuite, on a envie de diversifier le produit. Et du coup, j'ai un peu mis un petit indice sur Instagram cette semaine, enfin ce week-end, mais on aimerait bien faire une gamme de poufs ou diversifier le produit. Là, on voit un tapis au mur. Les gens aiment beaucoup, donc pourquoi pas proposer des choses autour de ça. Carrément, ça peut carrément être un objet de déco autre qu'au sol, quoi. Exactement. On a envie, et on a mis un cadran derrière pour qu'il soit vraiment bien tendu. Donc voilà, on s'essaye, on y va. On a envie de vraiment de dériver le produit. Ça, c'est le mot pour l'avenir, c'est dérivation du produit. C'est chouette. Et puis continuer à s'entourer des bonnes personnes, à faire des jolis collabs. Voilà, ça c'est ce que je dirais. C'est top. Est-ce que tu aurais un site, un entrepreneur déco, coup de cœur
Quand j'entends ta question, ce qui me vient en tête, c'est une boutique en ligne de déco de la même région d'où viennent les tapis, qui s'appelle Once, donc O-N-C-E. Et pourquoi je pense à eux? Je pense que quand j'ai commencé Napas, j'ai essayé de m'inspirer du coup de sites déco, voilà. Et eux, ils venaient de la même région et j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Et donc voilà, si tu me poses cette question, c'est eux que j'ai envie. Et puis l'Espagne, on sent que... Ah oui, c'est mon pays de cœur. Ouais. Enfin, je pense que dans une vie intérieure... Parce que t'aurais pu me dire n'importe quelle boutique en Belgique ou un site, rien que même une boutique, et on est reparti en Espagne, quoi. On est reparti en Espagne. C'est chouette. Un artiste, coup de cœur? Là, on va être dans l'actualité. On vient d'acquérir une œuvre de lui, c'est Laurent Durieux, qui est un illustrateur graphiste belge. Et voilà, Thibaut est en train de me le faire découvrir. Il n'est pas nouveau, il a une grande carrière, mais moi je le connaissais pas. Donc voilà, Laurent Durieux. Un petit mot pour celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Si vous avez une idée, une envie, allez-y, même si c'est à une petite échelle. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, nous, la fois où on a pris les 5 premiers tapis et qu'on s'est dit on va les vendre en Belgique, et ben pour moi, c'était déjà entreprendre quelque chose. Et donc, voilà, c'est ça. C'est, même si c'est pour afficher deux peintures dans un endroit ou vendre 3 de vos créations ou commencer. Allez-y petit à petit. De toute façon, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Et écoutez ce qu'on vous dit en retour. Ouais, c'est top. Où est-ce qu'on peut trouver Napas, site, nom, Insta Du coup, on a le site internet qui s'appelle Napas de Nijar, ça s'écrit Nijar avec un J. .com. On a le showroom ici, le studio Napas, donc qui se situe dans le quartier du Châtelain. Et donc on prend rendez-vous pour venir. Exactement. Vous prenez rendez-vous. On peut prendre rendez-vous par mail, par Instagram. Pour ceux qui ont mon numéro, ils peuvent m'appeler également. Et on a aussi évidemment la page Instagram qui est napas.deniral. Super. Et ben écoute, un immense merci Sarah pour tout ce que tu viens de nous partager. Je pense qu'il y a plein de choses hyper riches, que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour ce super projet. Un grand merci d'avoir partagé ça avec moi et à ceux qui vont le regarder. Merci à toi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine interview, le temps d'un café. À bientôt. Un tout grand merci Sarah pour ton accueil et le partage de ton aventure Napas. Et merci à vous qui nous regardez de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu et inspiré, et peut-être vous donner l'envie de monter à votre tour votre projet. N'hésitez pas à partager l'épisode et à laisser un petit commentaire, ça m'aide énormément. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-moi sur mon compte Instagram alouane.design et je vous dis à très vite pour un café.